Le 8 février 1983, des locataires d'un immeuble du quartier de Muswell Hill, à Londres, en Angleterre, se plaignent au propriétaire de l'immeuble d'une canalisation bouchée depuis plusieurs jours. Arrivé sur les lieux, le plombier, Mike Catran, se dirige vers la bouche d'égout de l'immeuble, l'ouvre et tombe sur une scène d'horreur. À l'intérieur, il y découvre un amoncellement de chair humaine en décomposition et à l'odeur nauséabonde. Cette découverte allait être le point de départ de l'arrestation d'un des plus grands tueurs en série du Royaume-Uni. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter la terrifiante histoire de Dennis Nielsen, surnommé le tueur de Muswell Hill. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais qui est donc le tueur de Muswell Hill? Dennis Andrew Nielsen est né le 23 novembre 1945 à Fraserburgh, dans la région d'Aberdeenshire, en Écosse. Il est le second enfant de la fratrie de 3, issu du couple formé par Elizabeth Duty White et de Olav Magnus Moksheim. Son père, Olav, était un soldat norvégien qui avait rejoint l'Écosse en 1940. Il avait souhaité rejoindre l'Écosse dans le but d'intégrer les troupes des forces norvégiennes libres suite à l'occupation allemande de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de son passage en Écosse, Olav, le père, comme il était de coutume, adopte un nom de famille différent du sien. En effet, en cas de capture lors d'opérations clandestines, cela permettait de protéger pendant un temps les proches restés sur place. Olav Magnus Moksheim change donc de nom et devient Olav Magnus Nielsen. En mai 1942, les parents de Dennis, Olav et Elizabeth, se marient et emménagent chez les parents de celle-ci. De leur union vont naître Olav Jr., Dennis et Sylvia. Très vite après leur naissance, le couple commence à battre de l'aile. Elisabeth considérant que Olav ne prenait pas la vie conjugale au sérieux et qu'il passait plus de temps auprès de ses frères d'armes plutôt qu'avec sa famille. Après la naissance de la petite dernière, Sylvia, en 1948, le couple va donc logiquement divorcer. Ce divorce était fortement soutenu et souhaité par les grands-parents maternels de Dennis, Andrew et Lily White, qui n'avaient jamais approuvé le mariage de leur fille. Dans les premières années de sa vie, Dennis était plutôt un enfant calme et aventureux. Mais jusqu'ici, rien de spécial n'est à signaler. Après le divorce de ses parents, Andrew White, son grand-père, devient la figure paternelle de la famille. Dennis était très proche de lui et passait énormément de temps en sa compagnie. Il dira plus tard que son grand-père était un grand héros et protecteur et qu'il sentait un grand vide à chaque fois que son grand-père allait en mer. Andrew White était pêcheur de profession. Le 31 octobre 1951, un événement allait marquer très profondément Dennis, alors âgé de 6 ans. Lors d'une sortie en mer, Andrew White, son grand-père, décède brutalement d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Son corps fut ramené dans la maison familiale avant l'enterrement et fut exposé dans un cercueil ouvert. Dennis, impressionné par cet événement, passera plusieurs heures à observer le corps sans vie de son grand-père. Totalement fasciné par ce corps maquillé et inerte, il dira plus tard qu'il le trouvait beau et calme et que cela l'apaisait. Alors qu'il observait le corps de son grand-père, sa mère le rejoint et lui dit une phrase qui allait le marquer à vie. Elle lui dit que son grand-père dormait et qu'il venait de partir dans un monde meilleur. Dennis associera toute sa vie la fascination de ce corps sans vie à une vie meilleure. Comme je le dis souvent, je n'essaye en aucun cas de justifier les actes futurs de Dennis Nielsen suite à des événements de son passé. Je ne fais que donner des faits qui ont dû participer à construire son caractère complexe. Mais reprenons. Après la mort de son grand-père, Dennis se renferme de plus en plus sur lui-même, passant ses journées à observer les bateaux dans le port et restant enfermé dans sa chambre.
Il se met aussi progressivement à l'écart de sa propre famille. En 1955, sa mère, Elizabeth, se remarie avec un homme nommé Andrew Scott, et la famille Nielsen déménage à quelques kilomètres de là, dans la ville de Streatham, en Écosse. Dennis a alors 10 ans. Quelques années plus tard, à la puberté, Dennis prend conscience de son homosexualité. À l'époque, être homosexuel était socialement très mal vu, et peu de personnes assumaient publiquement être gay. Dennis ne déroge pas à la règle et se renferme encore plus sur lui-même. Mais après quelque temps, son grand frère Olaf Jr. commence à soupçonner que son petit frère Dennis soit gay, et il n'hésitait pas à l'humilier publiquement dans le foyer et à l'école. Comme vous vous en doutez, ceci renferma encore plus le jeune Dennis sur lui-même et l'entraîna à avoir quelques déséquilibres mentaux. Il en était à un point où il se détestait lui-même d'être ce qu'il était. Au fil du temps, dans cet environnement hostile, Dennis commençait à se sentir de plus en plus à l'étroit dans sa vie. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 14 ans, Dennis s'engage auprès des cadets de l'armée britannique. Pour lui, cette opportunité était le moyen le plus efficace de sortir de sa famille et de sa vie rurale dans le nord de l'Écosse. Lors de son passage à l'Académie des cadets de l'armée britannique, Dennis Nielsen se révèle très sérieux, récoltant des notes élevées et recevant les félicitations de ses formateurs. Et c'est ainsi qu'en 1961, à l'âge de 16 ans, et ayant fini ses études, Dennis décide de s'engager définitivement dans l'armée en tant que cuisinier. Après avoir passé et réussi ses examens d'entrée, il est engagé en septembre 1961 pour une période de 9 ans de service dans l'armée. Et il débute sa formation à la Catering Corp à Saint-Omer Barracks, à Aldershot, dans le Hampshire, en Angleterre. Durant sa formation, qui qualifiera plus tard des plus belles années de sa vie, Dennis aura l'opportunité de voyager et de faire des défilés devant les plus grands de ce monde. Pendant cette période, il s'efforçait aussi de camoufler son homosexualité en refusant par exemple de prendre des douches communes pour éviter les réactions physiologiques non contrôlées. Mais cette constante peur d'être découvert développait en lui un sentiment extrême de solitude. Un sentiment qui le poussera plus tard à vouloir avoir de la compagnie continuellement et coûte que coûte. Mais revenons aux années 60. En 1964, Dennis réussit haut la main son examen initial de cuisinier militaire et est officiellement affecté au 1er bataillon des fusiliers royaux à Onasbruck, en Allemagne de l'Ouest. C'est durant cette période que l'état mental de Dennis va fortement se détériorer. Seul, sans attache, essayant sans cesse de se cacher de tout le monde, Dennis commence à boire à l'excès. C'est durant ces phases d'enivrement que Dennis commence aussi à développer un fantasme, celui de la passivité et des corps inertes. Ce fantasme prenait de plus en plus de place dans sa vie. Au fil du temps, il n'hésitait plus à sortir entre amis et à boire pour être totalement saoul. Son but étant qu'un de ses amis profite de son corps alors que celui-ci était saoul et totalement à leur merci. Mais cela n'arrivera jamais et Dennis développera des frustrations extrêmes, le mettant dans des colères incontrôlées. Après 2 ans de service en Allemagne, Dennis Nielsen est rappelé à Aldershot, en Angleterre, où il passe son examen final. Il le réussit haut la main et est engagé officiellement dans l'armée britannique en tant que cuisinier et part pour servir quelques mois en Norvège. De retour de Norvège, il est de nouveau déployé au Yémen, mais cette affectation était bien plus dangereuse que les précédentes. En effet, il racontera plus tard que lors de son séjour au Yémen, il fut enlevé par un chauffeur de taxi et enfermé dans le coffre de sa voiture. Mais lorsque celui-ci ouvre le coffre pour le faire sortir, Dennis se jette sur lui et lui fracasse le crâne avec un cric. Cet événement allait faire passer à Dennis Nielsen un cap dans ses fantasmes. Les corps inertes le fascinaient de plus en plus, au point de fantasmer sur son propre corps en jouant avec des miroirs et en s'enduisant de talc pour simuler la lividité cadavérique. Il dira plus tard qu'il fantasmait aussi sur une section spécifique du célèbre tableau Le radeau de la Méduse. Dans cette section spécifique, nous pouvions voir un homme nu et inconscient soulevé par un autre homme à côté d'un cadavre démembré. Nielsen passait des heures à la regarder. Entre 1967 et 1972, Dennis va enchaîner les affectations en Angleterre et à Chypre, devenant, à la fin de sa carrière militaire en 1972, cuisinier dans la garde royale de la reine.
Il finit donc sa période militaire en 1972 au grade de caporal et retourne dans la vie civile. Après un bref passage chez sa mère dans le nord de l'Écosse, Dennis décide de voler de ses propres ailes et prend la décision de s'engager dans la police londonienne. Il déménage donc à Londres en 1972 pour commencer sa formation de policier. En avril 1973, Dennis termine avec succès sa formation de policier et est affecté dans le quartier de Willesden Green à Londres. Les débuts de Nielsen dans la police sont plutôt prometteurs, mais très vite, ne trouvant pas l'esprit de camaraderie qu'il avait connu dans l'armée, il s'isole de plus en plus et passe la plupart de ses soirées à boire seul. C'est vers l'automne 1973 que Nielsen décide de faire son coming out et commence à fréquenter les bars gays de la ville. De là, il enchaîne les relations amoureuses éphémères. Mais ce train de vie ne le satisfait pas. Et considérant que son mode de vie était en contradiction avec son métier, il décide finalement de démissionner de la police en décembre 1973. Entre décembre 1973 et mai 1974, Dennis Nielsen travaille comme agent de sécurité avant de trouver un emploi de fonctionnaire dans un job center où il décide de faire carrière. Un job center est l'équivalent britannique du pôle emploi. Plus tard, il sera nommé directeur général du job center, un poste qu'il gardera jusqu'à son arrestation en 1983. Mais revenons à l'année 1975. En novembre 1975, il fait la connaissance d'un jeune homme nommé David Galichan à la sortie d'un pub. Très vite, au bout de quelques heures, des sentiments amoureux se développent entre les deux hommes. Et quelques jours plus tard, ils décident d'emménager ensemble et se mettent à la recherche d'un appartement. Au bout de quelques jours, ils trouvent l'appartement parfait au 195 Melrose Avenue, dans le quartier de Cricklewood à Londres, et décident de s'y installer. Au moment de la signature du bail, Nielsen négocie avec succès l'usage exclusif du jardin de la propriété. Je ne mentionne pas cette adresse par hasard, elle deviendra un des lieux associés à ces atrocités futures. Un an après l'aménagement du couple, des tensions de plus en plus violentes apparaissent. Très vite, le couple décide de dormir dans des chambres séparées. Et encore un an plus tard, en 1977, le couple décide de se séparer. Et Galichan quitte les lieux, laissant Dennis Nielsen seul dans ce grand appartement vide. Cette séparation allait plonger Nielsen dans une détresse mentale extrême. Il était de nouveau seul, et il plonge de nouveau dans l'alcool. Durant cette période, Nielsen perd complètement pied et décide au fond de lui que plus personne ne le quittera jamais. Et comme vous vous en doutez, avec ce cocktail explosif, ce qui devait arriver arriva. Le 30 décembre 1978, Nielsen rencontre Stephen Holmes, 14 ans, dans le pub Cricklewood Arms à Londres. Ce soir-là, Holmes avait tenté en vain d'acheter de l'alcool. Nielsen remarque cela et saute sur l'occasion et invite Stephen Holmes chez lui avec la promesse de boire de l'alcool. Après une soirée très arrosée, les deux hommes vont se coucher. Le lendemain matin, Nielsen se réveille et découvre Holmes toujours endormi à côté de lui. Plus tard, il dira qu'il ne voulait pas le réveiller, de peur que le jeune homme ne parte. Et décide donc que quoi qu'il se passe, Holmes ne partira pas avant le nouvel an, qu'il le veuille ou non. Il se lève, empoigne une cravate et se dirige vers le jeune homme encore endormi. Il le chevauche et l'étrangle avec la cravate. Holmes se réveille en sursaut et essaye de se débattre, mais rien ne fait relâcher la pression de Nielsen. Le jeune homme tombe très vite inconscient. Nielsen décide de l'achever et va remplir une bassine d'eau dans laquelle il plonge la tête du jeune homme pour le noyer. Après le décès de Holmes, Nielsen lave le corps et en abuse, puis ligote le corps sans vie de Holmes et le cache sous le plancher de la maison. Il gardera le corps du jeune homme durant 8 mois sous le plancher, avec les odeurs que vous imaginez, avant de le démembrer et de le brûler dans le jardin de la maison le 11 août 1979. Le 11 octobre 1979, Dennis Nielsen décide de tuer un étudiant de Hong Kong, nommé Andrew Ho. Lui promettant de passer la nuit ensemble, Nielsen emmène Ho chez lui et tente de l'étrangler. Mais Andrew arrive à se dégager et à fuir in extremis l'appartement. Il se précipite dans un commissariat pour raconter sa mésaventure. Nielsen sera brièvement interrogé, mais à cause de la pression sociale pesant sur les gays à cette époque, Andrew Ho ne porte finalement pas plainte et l'affaire est abandonnée. 2 mois après la tentative d'assassinat sur Andrew Ho, Nielsen rencontre Kenneth Ockenden, un étudiant canadien de 23 ans en visite à Londres. Nielsen gagne très vite la confiance de Kenneth et lui propose de les guider pour des visites à Londres.
Après quelques heures de visite, Nielsen propose à Kenneth d'aller chez lui pour boire et écouter de la musique. Profitant que Kenneth écoutait de la musique avec ses écouteurs, Nielsen se précipite derrière lui et l'étrangle avec le cordon de ces mêmes écouteurs. Après la mort du jeune homme, Nielsen fait asseoir le corps sur un fauteuil et allume la télévision pour la regarder avec lui. Le lendemain matin, Nielsen sort acheter un appareil photo Polaroid avec lequel il fera une séance photo avec le cadavre. Au bout de quelques heures, Nielsen enveloppe le corps de Kenneth Ockenden dans des sacs poubelles et le cache sous le plancher de la maison. Nielsen dira plus tard que durant les 15 jours qui ont suivi, il va remonter le corps au moins 4 fois pour l'asseoir sur un fauteuil et regarder la télé avec lui. Jusque-là, Nielsen n'est absolument pas inquiété ni même soupçonné, ce qui lui donnera un sentiment de puissance. Le 17 mai 1980, Nielsen rencontre Martin Duffy, 16 ans. Un sans-abri assis, affamé dans la rue. De retour d'une réunion syndicale du Job Center, Nielsen tombe sur lui et lui propose d'aller chez lui pour manger un repas chaud et profiter d'un lit douillet. Lorsque le jeune homme s'est endormi, Nielsen se lève du lit, empoigne une cravate, chevauche le buste de Martin pour l'étrangler. Après quelques minutes, le jeune homme tombe dans l'inconscience. Nielsen emmène le corps dans la cuisine et achève le jeune homme en plongeant sa tête dans l'évier. Après sa mort, Nielsen emmène le cadavre du jeune homme dans sa baignoire, se baigne avec lui et en abuse. Durant les 2 jours qui suivent, Nielsen range et sort de son placard le cadavre pour passer du temps en sa compagnie. Au bout du 2e jour, Nielsen remarque quelques signes de gonflement du corps et finit par le cacher sous le plancher. Là encore, rien ne mène à Nielsen. Il n'est en aucun cas inquiété, ni même soupçonné. Son périple macabre allait donc continuer. Après le meurtre de Martin Duffy, Nielsen, dans une impunité totale, commence à tuer à une fréquence de plus en plus élevée. Avant la fin de l'année 1980, Nielsen se souviendra d'avoir tué 5 autres jeunes hommes et a tenté d'en assassiner un 6e. Parmi les 5 victimes, une seule fut malheureusement identifiée, William Sutherland, 26 ans. Bien que Nielsen ne se rappelait pas du nom de ses victimes, il se souvenait précisément de la manière dont il les avait tués et la manière dont il lui avait tenu compagnie et la manière dont il les avait cachés sous son plancher. Avec cette accumulation de cadavres sous le plancher, vous vous doutez bien de l'odeur qui devait régner dans la maison et de l'ensemble des insectes qui y grouillaient. Nielsen a bien tenté 2 fois par jour d'y mettre des arbres magiques et de pulvériser des désodorisants, mais l'odeur était toujours là, surtout pendant les mois d'été. À la fin de l'année 1980, Nielsen décide donc de remédier à ce problème et sort tous les cadavres de ses victimes depuis décembre 1979 de sous son plancher. Il s'attelle donc à démembrer chaque corps, puis emmène les différentes parties dans le jardin pour les brûler. Pour camoufler les odeurs, Nielsen placera un vieux pneu de voiture sur le bûcher. Après que tout soit réduit en cendres, Nielsen va y passer un râteau pour récupérer tout ossement reconnaissable. Tombant sur un crâne encore entier, il le détruisit avec son râteau. Après son entreprise macabre, le 4 janvier 1981, Nielsen va rencontrer un autre jeune homme, malheureusement non identifié jusqu'à aujourd'hui. Il le décrira par la suite aux enquêteurs comme étant un jeune Écossais de 18 ans aux yeux bleus. Comme à son habitude, il l'attire chez lui en lui promettant de l'alcool à profusion. Après que le jeune homme soit saoul, Nielsen l'étrangle avec une cravate et le cache sous son plancher. On apprendra plus tard que Nielsen ne s'était pas rendu au travail le 12 janvier, prétextant une maladie. En réalité, il avait prévu de démembrer le cadavre du jeune Écossais et celui d'une autre victime qu'il avait tuée quelques semaines plus tôt. En avril de la même année, Nielsen va tuer 2 autres jeunes hommes. Plus tard, aux enquêteurs, il décrit la routine de ces meurtres en disant froidement, je cite, « Fin de journée, fin de boisson, fin d'une personne, sous le plancher, tapis replacé, retour au travail. » La dernière victime connue de sa période au 195 Melrose Avenue était un jeune homme nommé Malcolm Barlow, 23 ans. Le 17 septembre 1981, en rentrant chez lui le soir, il trouve le jeune homme assis au sol contre le mur de l'appartement. Celui-ci avait fait une crise d'épilepsie. Nielsen l'aide à se lever et l'amène chez lui avant d'appeler une ambulance. Le lendemain matin, Barlow sort de l'hôpital et se dirige directement chez Nielsen pour le remercier de son aide. Celui-ci le fait entrer chez lui, lui propose de boire de l'alcool et après quelques heures, comme vous vous en doutez, il se jette sur lui et l'étrangle.
il va cacher le cadavre de Malcolm Barlow sous l'évier de sa cuisine. Au milieu de l'année 1981, le propriétaire de l'appartement du 195 Melrose Avenue souhaite faire des rénovations et demande à Nielsen de quitter les lieux au plus vite. Avant de partir de l'appartement, Nielsen va démembrer les corps de ses 5 dernières victimes avant de les brûler dans le jardin. Nielsen déménage donc, l'esprit tranquille, dans un nouvel appartement au 23 Cranley Garden, dans le quartier de Muswell Hill à Londres. Tout va toujours pour le mieux pour Dennis Nielsen. Il n'est ni inquiété, ni même soupçonné. Alors pourquoi s'arrêter là? Mais Nielsen était quand même contrarié. Son nouvel appartement était dans des combles et il n'avait ni plancher, ni accès à quelconque jardin. Il devait donc réfléchir à une nouvelle manière de se débarrasser des corps. C'est la raison pour laquelle, pendant les 2 mois qui suivent son déménagement, Nielsen ne va pas tuer. Il recevra toujours des hommes chez lui, mais ne les tuera pas. Il tentera quand même une fois d'étrangler un jeune homme le 23 novembre 1981, Paul Nobbs, 23 ans, mais il s'arrêta à temps avant de le tuer. Mais au bout de 2 mois, il avait enfin trouvé la solution à ses soucis et son périple macabre pouvait continuer. En mars 1982, Nielsen croise la route de John Howlett, 23 ans. Comme à son habitude, Nielsen réussit à l'attirer chez lui, lui promettant une soirée alcoolisée. Après quelque temps, alors que Howlett venait de s'endormir, Nielsen décide de le tuer. Il se saisit d'une sangle, le chevauche et commence à l'étrangler. Mais cette fois-ci, une lutte s'engage entre les 2 hommes, Howlett refusant de se laisser faire. Après une dizaine de minutes de lutte, Nielsen finit par prendre le dessus et Howlett sombre dans l'inconscience. Pour la première fois, Nielsen avait eu peur. Il avait perdu le contrôle de la situation. Il emmène le corps dans sa salle de bain et le noie. Après avoir disposé du corps comme il le souhaitait durant des jours, Nielsen décide que le temps était venu de s'en débarrasser selon la nouvelle technique qu'il avait imaginée. Voici donc sa nouvelle procédure pour faire disparaître les corps. Il démembre d'abord le corps, puis range le torse et les membres dans des sacs poubelles qu'il cache dans son armoire. Puis ensuite, il fait bouillir dans une grosse marmite la tête, les mains, les pieds pour décoller les chairs molles. Puis, il se débarrasse dans les toilettes du contenu de la marmite et des organes, et bien entendu des petits membres restants. Et voilà. Charmant, n'est-ce pas? En mai 1982, Nielsen croise la route de Carl Stottor, un jeune homme de 21 ans. Usant du même stratagème, il réussit à convaincre Stottor de le suivre dans son appartement. Après quelques heures de beuverie, les 2 hommes décident d'aller se coucher. Nielsen se couche dans son lit et Stottor se couche dans un sac de couchage non loin de là. Stottor se réveille en sursaut quelques heures plus tard ayant l'impression d'étouffer. En ouvrant les yeux, il voit la silhouette de Nielsen au-dessus de lui, en train de lui dire de rester immobile. Dans son témoignage ultérieur, Stottor déclara qu'il croyait que Nielsen essayait en fait de le libérer de la fermeture éclair du sac de couchage. Mais celui-ci plonge immédiatement dans l'inconscience avant de vraiment comprendre ce qui lui arrivait. Il déclara ensuite avoir vaguement entendu de l'eau couler avant de se rendre compte qu'il était immergé dans une baignoire, tandis que Nielsen essayait de lui mettre la tête sous l'eau. Croyant avoir tué Stottor, Nielsen le sort de la baignoire et l'installe sur un fauteuil devant la télé. Mais au bout de quelques minutes, Nielsen remarque que son chien Blip s'était rapproché de Stottor et qu'il commençait à lui lécher le visage. Oui, j'avais oublié de vous préciser que Nielsen avait un chien, un bâtard nommé Blip. Mais reprenons. Stottor n'était en fait pas mort. Nielsen décide finalement de le réanimer. Après quelques heures, Stottor reprend suffisamment de force et rentre chez lui. Tout simplement, encore secoué par cette nuit surréaliste. En juin 1982, Nielsen croise la route de Graham Allen, 27 ans, sur un trottoir tentant en vain d'attraper un taxi. Nielsen réussit comme à son habitude à convaincre le jeune homme de le suivre jusque chez lui pour un bon repas chaud. Après lui avoir préparé une omelette, il se jette donc sur lui et l'étrangle. Il emmène le corps d'Allen dans sa baignoire et le tue en le noyant. Il ne décidera de démembrer le corps et de s'en débarrasser qu'au bout de 3 jours, et il le fera de la même façon qu'il avait fait avec Howlett. Mais ce n'est pas fini. Le 26 janvier 1983, Nielsen croise la route de Stephen Sinclair, 20 ans. De la même manière que pour toutes ses autres victimes, Nielsen réussit à convaincre Sinclair de le suivre en échange d'une soirée alcoolisée. Après quelques heures de beuverie, Nielsen se jette sur Sinclair et l'étrangle. Puis comme à son habitude, il lave le corps.
mais cette fois-ci, il le couche sur le lit avant de s'endormir à ses côtés. Le lendemain matin, Nielsen démembre le corps et fait bouillir la tête, les mains et les pieds avant de se débarrasser des restes dans les toilettes. Mais à force de se débarrasser des corps de cette manière, les canalisations des égouts finissent évidemment par se boucher. Les locataires habitant au 23 Cranley Garden finissent par en être importunés et ils décident collégialement de rédiger une plainte au propriétaire du bâtiment. Ironie de l'histoire, Nielsen faisait aussi partie des signataires de la lettre de plainte. Obligé de réagir, le propriétaire contacte la société de plomberie Dino Rod afin qu'elle puisse dépêcher un plombier en urgence. Et c'est ainsi que le 8 février 1983, Michael Catran, un plombier de cette société, est dépêché sur place pour constater et régler le problème. Arrivé sur place, il se dirige vers la trappe des égouts, la soulève et constate avec horreur qu'une bouillie sanguinolente et nauséabonde obstrue la tuyauterie. Il se rend de suite compte que cette chair ressemble beaucoup à de la chair humaine. Il fait tout de suite part de ses soupçons à son supérieur, Gary Wheeler, mais comme Catran était arrivé en fin de journée sur le lieu de l'intervention, Gary Wheeler, son patron, lui dit de laisser tomber pour ce soir et qu'ils viendront tôt le lendemain matin pour vérifier tout cela à la lumière du jour. Lors de son départ, Catran croise Nielsen et un autre locataire nommé Jim Alcock. Leur ayant parlé de sa découverte, Nielsen, en réponse, s'exclame « Il me semble que quelqu'un a jeté son KFC dans les toilettes ». Le soir même, Nielsen, craignant de se faire attraper, décide de descendre et de faire le ménage lui-même. Il récupère donc les restes et s'en débarrasse. Le lendemain matin à 7h30, les plombiers Catran et Wheeler reviennent sur place au 23 Cranley Garden. Ouvrent la trappe des égouts, mais remarquent que les restes de chair qui obstruaient la tuyauterie la veille avaient été évacués. Ils descendent quand même pour regarder de plus près et finissent par découvrir quelques restes de chair et des os dans la tuyauterie menant au dernier étage du bâtiment. Les deux hommes étaient convaincus que ces restes étaient des restes humains. Sans hésiter une seule seconde, ils contactent donc la police. Arrivé sur place, la police récupère les restes en question et les emmène directement au laboratoire. Le résultat des analyses est sans appel et surtout immédiat. Il s'agissait effectivement de restes humains. La police se saisit donc immédiatement du dossier et l'inspecteur Peter Jay se trouve en charge de l'enquête. Après une rapide enquête de voisinage, il découvre que le locataire du dernier étage d'où venaient les restes humains s'appelle Dennis Nielsen. L'inspecteur de police, Peter Jay, décide donc d'attendre que Nielsen revienne de son travail pour mettre au clair cette histoire. Après quelques heures d'attente, Dennis Nielsen finit par rentrer du travail. Il est tout de suite abordé par l'inspecteur Peter Jay. Nielsen, surpris, demande à Peter Jay pourquoi la police s'intéresse à une histoire de plomberie. Peter Jay, flegmatique, demande à Nielsen s'il pouvait les conduire, lui et deux autres officiers de police, à son appartement pour pouvoir discuter calmement du sujet. Nielsen accepte et les trois policiers le suivent donc jusqu'à son appartement. Dès leur entrée dans l'appartement, les trois policiers remarquent immédiatement l'odeur nauséabonde de chair en putréfaction. Dans l'appartement, Nielsen réitère sa question. Pourquoi donc la police s'intéresse à une histoire d'égout? Peter Jay répond alors que les égouts avaient été bouchés par des restes humains. Nielsen, sentant l'étau se resserrer autour de lui, feint la surprise et leur dit « Bon sang, mais c'est horrible ». En réponse, et pas dupe, Jay lui répond « Ça suffit, où est le reste du corps ?» Nielsen, se sachant au pied du mur, hésite un instant, puis leur désigne calmement son armoire. Les policiers s'en approchent, l'ouvrent, et découvre deux sacs poubelles d'où émane une odeur insoutenable. Peter Jay demande ensuite à Nielsen s'il y avait d'autres parties du corps à trouver. Ce à quoi Nielsen répond « C'est une longue histoire, ça remonte à longtemps. Je vais tout vous dire, je veux m'enlever ce poids, mais pas ici. Je veux aller au poste de police. » En chemin vers le poste de police, Peter Jay demande à Nielsen si les restes appartiennent à une ou deux victimes. Ce à quoi Nielsen lui répond froidement « 15 ou 16 depuis 1978. » Dès son arrestation, Nielsen se montre très coopératif et surtout très bavard. Il va donc raconter dans les moindres détails ses différents meurtres. Les policiers qui interrogent Nielsen déclareront plus tard que celui-ci ne montrait aucune émotion en parlant de ses meurtres. Il ne faisait que mentionner le plaisir qu'il en tirait. Il raconte aux policiers en détail comment il procédait pour cacher les corps au 195 Melrose Avenue et la manière dont il se débarrassait finalement des corps lorsque leur état de décomposition ne lui permettait plus de les garder.
Il décrit ensuite la difficulté qu'il avait à se débarrasser des corps après son déménagement au 23 Cranley Garden. La seule solution qu'il avait trouvée était d'utiliser sa marmite pour faire bouillir les restes. Il va ensuite donner des détails sur les lieux exacts où il brûlait les corps dans le jardin au 195 Melrose Avenue. Peter Jay dépêche alors la police scientifique sur les différents lieux désignés et, après quelques jours de recherche, découvre un nombre très important d'ossements humains. Il ne faisait aucun doute. Nielsen disait la vérité sur son terrible périple macabre. Le 11 février 1983, Nielsen est officiellement inculpé du meurtre de Stephen Sinclair, en attendant que l'enquête avance sur l'identité des autres corps découverts. Nielsen est envoyé à la prison de Brixton en détention provisoire jusqu'à son procès. Le procès de Dennis Nielsen débute le 24 octobre 1983. L'enjeu du procès n'était évidemment pas de savoir si Nielsen avait ou non commis les meurtres. Les aveux étaient complets et détaillés. Le procès allait se jouer sur le fait de déterminer si Dennis Nielsen était sain d'esprit ou non au moment de ses meurtres. Les psychiatres de la défense témoigneront que Nielsen était atteint de troubles de la personnalité borderline et que donc il était peu probable qu'il soit vraiment conscient de ses actes. Mais ce qui va faire pencher la balance sera le témoignage de Peter Jay, le policier en charge de l'enquête, et les témoignages terrifiants des deux rescapés de Nielsen, Paul Nobbs et Carl Stotor. Le 3 novembre 1983, le jury se retire pour délibérer. Le lendemain, le jury fait part au juge de sa décision. Nielsen est déclaré coupable de 6 meurtres et d'une tentative de meurtre. Nielsen est condamné à une peine de réclusion à perpétuité, dont 25 ans de sûreté. Il sera incarcéré à la prison de Sutton. Le 10 mai 2018, Nielsen se plaint de douleurs aiguës à l'estomac. Il est emmené d'urgence à l'hôpital d'York. Le 12 mai, celui-ci décède d'une embolie pulmonaire. En tout, Nielsen aura tué entre 12 et 16 personnes durant son périple macabre. Malgré tout, nombre de ses victimes ou victimes potentielles restent jusqu'à présent non identifiées et le resteront sans doute à jamais, Nielsen ayant emporté ses secrets dans sa tombe. Voilà, âme innocente, la terrible histoire de Dennis Nielsen, surnommé le tueur de Muswell Hill, ou encore le tueur à la cravate. L'histoire d'un homme normal, un fonctionnaire sans histoire et sans signe extérieur de folie, mais capable des pires atrocités dès la porte de sa maison franchie. Cette histoire glaçante a marqué très profondément les mémoires au Royaume-Uni et dans le monde, Nielsen étant assez souvent considéré comme le Jeffrey Dahmer britannique. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.